demain votre fille vient vous voir et vous dit papa, demain je vais être la troisième femme d'un cinquantenaire, comment vous allez réagir à cela? Excusez-moi du terme, pour moi, un polygame, c'est un manager. C'est savoir gérer sa famille, ses femmes et ses enfants. Voilà, il faut avoir quand même des dons de manager. À quoi ça vous fait penser? Quelle a été votre première réaction quand vous avez vu qu'il arrivait sur le podium avec deux femmes? En plus, si je peux me permettre de rajouter ce petit élément de confession différente. Une chrétienne et de l'autre musulmane. Aux États-Unis, pays vu comme le symbole de la modernité, on estime entre 50 000 et 100 000 personnes vivant dans des unions polygames. Bienvenue dans Entre Chiens et Loups, le podcast où au crépuscule des non-dits, nous allumons les débats. Je suis Jasmin et comme toujours, je suis accompagné de mon compatriote. Comment vas-tu, Blandy? Très bien, et toi-même, Jasmin? Ben écoute, ça va impeccable. Je vois que tu as respecté le coton. Je te retourne le compliment. Je vois que les chaussettes matchent la cravate. Parfait. Merci beaucoup pour les conseils de style. Hein. On fait comme nos aînés. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet sensible. Un sujet parfois clivant. Et oui. Et si aimer plusieurs personnes était synonyme d'un cœur généreux? Ça, c'est ce que certains veulent croire. Mais d'autres vont nous dire le contraire et vont dire que aimer plusieurs personnes peut être vu comme un refuge. Mais vous inquiétez pas, pour répondre à ces deux questions, nous avons la chance d'avoir un invité ô combien important, Monsieur Karl, père de famille, chef de famille. Bienvenue parmi nous, je vous laisse vous présenter. Merci de m'avoir invité. Donc moi je me présente, je suis Karl Dello, donc j'ai 54 ans, je suis père de famille de plusieurs enfants et je suis, professionnellement parlant, je suis consultant social. Donc, j'ai une expérience, j'ai de la bouteille, mais aujourd'hui je suis consultant social et je suis aussi auto-entrepreneur. Voilà, et donc je suis ravi de venir participer, nourrir les débats cet après-midi ensemble avec vous. Super, on est content de t'avoir parmi nous également. Alors, Jasmin, est-ce que tu pourrais commencer par nous donner une brève définition de la polygamie? Alors, tu veux la définition du dictionnaire ou une définition... Non, pas du dictionnaire Larousse, Oxford, mais vraiment quelque chose de bref, juste pour rentrer dans le vif du sujet. Alors, la polygamie, c'est une personne qui est engagée dans plusieurs mariages, pour faire court. Donc, moi, j'assimile ça généralement un peu à... Tu vois, c'est un peu comme quand tu es au restaurant, généralement au buffet à volonté, et que tu n'as pas forcément faim, mais que voilà, tu veux tout manger, tu veux tout goûter, du sucré, du salé, du croustillant. Mais la conséquence derrière tout ça, c'est que ça peut affecter son estomac, pour pas dire le cœur, alors qu'on ne parle même pas d'amour. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais voilà ma définition, il faut pas du coup faire l'amalgame entre polygamie et polyamour. Le polyamour, c'est des personnes qui ont la capacité d'aimer plusieurs personnes et c'est quelque chose qui est vraiment consentant. Donc voilà, un couple. Je sais qu'aujourd'hui c'est très en vogue, c'est très à la mode, aimer plusieurs personnes et voilà, tout le monde est consentant. Il n'y a pas de langue de bois, contrairement à la monogamie où là c'est un mari, une femme. C'est quelque chose de un peu plus traditionnel. Voilà, Blandy, pour ma définition. Est-ce que tu pourrais nous donner à ton tour un petit historique de justement quelle est justement la polygamie? D'où ça vient? Est-ce que tu as des stats? Ok, alors moi je vais vraiment rester dans le cercle aujourd'hui en Occident et notamment en France. Il faut d'abord savoir que la polygamie est interdite en France depuis plus de 200 ans dans le code civil ou aussi appelé le code Napoléon. Ensuite, jusque dans les années 90, il y avait une tolérance administrative pour les immigrés qui venaient en France avec plusieurs femmes. Et c'est seulement en 1993, avec la loi Pasqua, Charles Pasqua, où on a décidé d'interdire formellement la polygamie et interdire aussi les regroupements familiales pour les familles polygames. Ok, super. Mais est-ce que vous savez pourquoi, du coup, on a interdit cela en France? Avant de parler d'autres pays, de voir justement
ce qu'on fait en Afrique, ce qu'on fait en Asie. Pourquoi en France ça a été interdit? Bah, écoutez, c'est simplement parce que c'est la législation, c'est la société. On est dans une société occidentale qui exclut la polygamie, donc il va de soi que on ne peut pas importer une culture en France. Et puis ça peut entraîner beaucoup de complications en termes de faisabilité. La société aujourd'hui, ici en Occident, c'est un mariage, une femme, un mariage. Et voilà, donc la polygamie n'a pas lieu d'être euh, en France par rapport aux cultures et par rapport à la législation. D'accord, je comprends, mais de ce que Blondie nous a indiqué, il y a 200 ans, c'était le cas. Mais est-ce que ça venait des migrants ou c'était quelque chose qui était justement dans les traditions françaises où c'était un peu un héritage laissé par les rois, les monarques ou comment la polygamie s'est installée en Occident? Bah, comme je le disais, c'est beaucoup plus les immigrés qui ont amené D'accord, c'est plus les immigrés, cette ok. pratique en France, qui venaient, qui avaient beaucoup de femmes. Et il faut vraiment dire, c'était des immigrés qui venaient dans des pays où la polygamie était légale. Donc forcément, on va dire qu'à l'époque, on était beaucoup plus tolérant. Aujourd'hui, on voit le cas en France, on est plus tolérant sur tant d'aspects, notamment l'immigration. On aura l'occasion de faire un sujet dessus. Et donc, du coup, on laissait les gens qui avaient plusieurs femmes venir s'installer en France et continuer dans leur régime polygame jusqu'à ce que, en 1993, la loi Pascal décide de totalement interdire cette pratique en France. Ok, c'est super clair pour moi. Je vous propose qu'on avance un peu plus dans le sujet. Monsieur Karl, de par votre expérience, comment vous voyez un peu la situation dans notre continent, si je peux me permettre? Est-ce que c'est quelque chose qui est accepté partout? Pourquoi? Quelles sont les traditions? Quelles sont les mœurs? Merci de me poser cette question. En ce qui concerne l'Afrique, il faut savoir que l'Afrique est multiple et variée. Il y a plusieurs Afriques, d'accord? Il y a plusieurs cultures, plusieurs pays. D'une manière générale, si on essaie de parler de la polygamie en Afrique, la polygamie, c'est culturel. C'est lorsque vous allez chercher, c'est un trait commun, c'est-à-dire quand vous allez en Afrique, partout, il y a la polygamie. Maintenant, c'est à plus ou moins, ça dépend de certains pays, que ce soit pays musulmans ou non musulmans, certains pays qui ont fait le choix de légiférer sur la polygamie ou pas. Après, ça dépend, il y a des variantes. Mais d'une manière générale, la polygamie fait partie de la culture africaine. Depuis des générations, lorsque il y a eu la pénétration de l'homme, de l'Européen en Afrique, ils ont trouvé des structures qui existaient. Et parmi ces structures-là, il y avait des structures sociales et la polygamie existait. Et pour aller encore plus loin, les rois africains qui étaient là, les rois, c'était des polygames. Mais c'était pas, la polygamie n'était pas une exclusivité des rois. C'était quelque chose qui était propre à tout le monde. Tout le monde pouvait être polygame. C'était pas seulement parce que je suis roi que je pouvais être polygame. Tout le monde pouvait être polygame parce que c'était une pratique, les us et coutumes de la société africaine à l'époque. Mais est-ce Voilà. que vous êtes sûr de ce que vous affirmez? Parce que moi, je pense que, mais encore une fois, je pense, donc j'ai pas forcément fait de recherche pour corroborer mon analyse, mais en fait, il y avait un contexte derrière cette polygamie, en Afrique notamment. Vous avez mentionné les traditions, les us et coutumes, mais généralement, en fait, on prenait les premières personnes qui étaient polygames, c'était comme vous l'avez mentionné, les rois, mais c'était également, par exemple, dans des familles, lorsque les femmes perdaient leur mari, il y avait justement je vais pas dire ce concept, mais il y avait cette solidarité des frères qui avaient perdu justement des frères au combat, qui pouvaient prendre la femme et les enfants dans son foyer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais je veux rebondir. Simplement, il faut dire que euh, la polygamie, pour moi, la polygamie existe en Afrique depuis la nuit des temps. D'accord? Ça fait partie de notre société. La société africaine reconnaît, accepte la polygamie qui fait partie de cette culture.
Maintenant, qu'on nous dise que c'est vrai qu'après, il y a une question de moyens, mais d'une manière générale, la polygamie, elle existe, elle est acceptée par tout le monde. Après, il y a des variantes. Il y a des variantes. Il y a des variantes de la polygamie. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, dans certaines sociétés, quand une femme perd une veuve, une femme perd son mari et que la société ou bien le clan se propose ou l'ethnie se propose comment dirais-je, de lui proposer un foyer ou son frère. Pourquoi? C'est parce que simplement déjà la polygamie existe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que cette solution-là, c'est parce que quelque part dans la société, on sait que la polygamie existe. On sait que quelqu'un peut gérer deux ou plusieurs femmes à la fois, à une seule condition, que ça soit légal. Et les sages, notamment les sages du clan, les sages le reconnaissent. Donc c'est une forme, si vous voulez, c'est le droit traditionnel, voilà, qui le reconnaît, que l'homme africain peut avoir deux ou plusieurs femmes. Les sages le reconnaissent. Maintenant, le vrai problème, c'est il faut faire le pas. Certains pays ont fait le pas pour accepter la polygamie. C'est le cas du Sénégal, pour ne citer que celui-là. Sinon, il y a aussi mon pays, d'où je viens, je suis originaire du Congo, où le législateur reconnaît, dans le code, le code civil, que l'homme peut épouser 3 ou 4 femmes. Donc c'est reconnu. Donc après, maintenant, les gens, ça dépend. Après, il y a des influences occidentales, il y a des influences, aussi des influences religieuses, il y a les influences aussi religieuses, occidentales et sociétales, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des influences, il y a l'éducation, il y a la culture, il y a le pays dans lequel on vit. Excusez-moi de vous couper. Parce que c'est très très intéressant ce que vous dites, ce que vous soulignez. J'aimerais rebondir sur l'aspect du coup. Vous me dites si je suis en phase avec ce que vous avez dit. Oui. Vous avez indiqué que par rapport à vos coutumes au Congo, c'est quelque chose qui est du coup autorisé. Oui. On est Ça, d'accord. c'est la législation. La législation, ok. La coutume aussi. Et du coup, que dit votre religion par rapport à ça? Est-ce qu'elle est en adéquation avec les coutumes et les traditions de votre pays? Après, ça dépend. Moi, je ne peux pas trop me prononcer là. C'est des choix. Vous allez voir que les chrétiens, ceux qui ont accepté comme religion le christianisme, ils ne pratiquent pas la polygamie. Il va de soi. Okay. Parce que leur modus operandi fait qu'ils ne peuvent pas, c'est interdit d'être polygame. C'est écrit dans la Bible, je pense que je n'ai pas les références bibliques, ça peut être dans Jean, où on dit « Hommes, aimez vos maris, maris, aimez vos femmes ». Donc la polygamie, dans le christianisme, ça n'existe pas. Okay. Donc voilà. Donc après, il y a certains qui sont plus ou moins chrétiens, quand ça les arrange. C'est un peu dommage. Qui sont un peu plus ou moins musulmans quand ça les arrange. Il y a certains qui disent que peut-être que la loi est au-dessus de la religion, donc ils se disent que puisque le législateur a légiféré par rapport à la polygamie, ils se contentent, ils se contentent, ou bien d'autres se cachent, ils se disent que oui, mais le législateur a dit permet qu'on puisse avoir 2 ou 3 plusieurs femmes, pourquoi je vais me gêner? Ok, d'accord. C'est dans ce sens-là. J'aimerais rebondir sur le Sénégal, parce qu'on a évoqué tout à l'heure le Sénégal. Et comme vous avez pu le constater, depuis 1 an maintenant, il y a eu un changement de président au Sénégal avec l'arrivée du président Bassirou Diomaye Faye, et qui, lui, a 2 femmes. Donc, lors de son intronisation en tant que président de la République du Sénégal, il est arrivé avec ses 2 femmes. À quoi ça vous fait penser? Quelle a été votre première réaction quand vous avez vu qu'il arrivait sur le podium avec 2 femmes? En plus, si je peux me permettre de rajouter ce petit élément, de confessions différentes. Donc, une chrétienne et de l'autre musulmane. Alors moi, pour ma part, et je vais laisser Monsieur Karl étayer un peu plus,
Mais pour ma part, j'ai été assez confus de voir que le président du Sénégal, du coup, avait donc, avec deux femmes, était polygame, dans une relation polygame. Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient changer, notamment c'est quelque chose d'assez inédit, notamment dans notre société contemporaine. Et on n'a pas l'habitude de gérer deux premières dames, juste pour ne pas citer que ce problème-là. Après, je sais que c'est quelque chose qui est accepté au Sénégal. Donc honnêtement, voilà, moi j'ai grandi en Occident, donc pour moi ça me paraît bizarre. Après, pour certains, c'est quelque chose qui peut paraître normal, voire un président qui assume justement ce côté polygame. Mais voilà, je trouve que moi, honnêtement, pour répondre à ta question, c'est quelque chose qui m'a quand même laissé un peu circonspect, si je peux me permettre. D'accord. Et Monsieur Karl, Ouais, écoutez, moi j'ai un avis assez différent. Parce que je pense que aujourd'hui, l'Afrique est en train de prendre un tournant important. Du point de vue sociétal, économique, politique et voire écologique. Alors, euh, qu'est-ce que cela m'a, qu'est-ce que cela m'a fait penser quand j'ai vu euh, ce mariage, quand j'ai vu le président avec qui est marié, enfin, euh, marié à deux femmes, pour moi, c'est un symbole très fort parce que pour une fois, les dirigeants africains assument leurs responsabilités, assument leur culture. Et ça, c'est important. Dans l'imaginaire d'un jeune Africain qui est en train de grandir, dans l'imaginaire parfois des jeunes Africains qui ont grandi à l'étranger ou qui se cherchent, c'est dit que nous assumons notre culture. Moi, je vais encore aller plus loin. Ça fait partie aussi, comment dirais-je, de, de notre être. C'est comme au niveau vestimentaire. Tout le monde sur la planète ne s'habille pas pareillement. Il y a des gens qui vont s'habiller, qui ont un dressing à l'occidental, comme là où je suis, comme vous, costume, cravate. Mais vous allez dans les pays asiatiques, Laos, tout ça, les gens ont leur tenue. Et donc nous aussi, en Afrique, nous avons nos tenues. Et donc pour moi, je pense, lorsqu'un président africain se déplace en visite dans un autre pays qui n'est pas africain ou bien dans n'importe quel pays, que ce soit l'Afrique, il doit mettre en avant la culture. Et cette culture-là passe par la tenue vestimentaire. Voilà. Donc, excusez-moi d'avoir fait le parallèle, mais je trouve que c'est quand même important. C'est une façon d'assumer notre culture, d'assumer, comment dirais-je, nos responsabilités. Parce que tu ne peux pas assumer ta responsabilité si tu es chef d'État, si tu n'assumes pas ta culture, si tu n'assumes pas ta tenue, si tu n'assumes pas l'authenticité de ton pays. ok. Alors, je suis totalement d'accord avec vous. Par contre, moi, j'aurais quand même une petite question et je pense que c'est quand même quelque chose qui pourrait choquer les Français. Je donne un exemple. Imaginez-vous le président Bassirou Diomaye Faye arriver sur le perron de l'Élysée avec ses deux femmes. Comment la société française, occidentale, euh, de quel œil, entre guillemets, il pourrait voir cela? Est-ce que ça ne serait pas peut-être une provocation au vu du fait que aujourd'hui c'est quelque chose qui soit interdit en France? Après, moi, pour répondre à ta question, je pense pas que c'est, tu vois, il faut accepter la France notamment, comme tu le mentionnais, c'est quand même un pays laïque, c'est quand même un pays qui accepte les individus tels qu'ils sont, comme il y a beaucoup de choses beaucoup de mouvements qui vont je vais pas dire à l'encontre, mais qui va dans le sens de beaucoup de choses qui n'étaient pas acceptées auparavant. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui choquerait, d'autant plus que c'est un président qui vient avec ses traditions, qui est fièrement, qui assume fièrement justement ses valeurs et qui vient sous le territoire français. Après, donc il va pas rester sur le territoire, c'est vraiment passager. Il est invité par le président Mhm. ou dans le cadre de la COP, je sais pas, 65 peut-être, dans un futur où il serait invité. Moi, je pense que, comme le monsieur Karl l'a dit,
et c'est peut-être d'ailleurs le seul point où on sera d'accord aujourd'hui, c'est que voilà, il arrive, il a ses positions, il a ses valeurs, il va pas les changer. Il Ok, va pas venir avec sa première femme, ok. il vient avec ses deux femmes, avec son patrimoine culturel. Donc je sais pas si Monsieur Karl, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à Moi, ça. j'ajouterais un bémol. Un bémol simplement parce que faut pas faire comme nos confrères ou bien nos frères africains qui sont dans la provoque. Moi, j'appelle ça de la provoque. Vous allez chez quelqu'un, on vous reçoit, il faut accepter les coutumes et les principes de ce pays, tout en étant vous-même. Quand je dis la provoque, monsieur, par exemple, vous avez deux épouses, vous pouvez choisir, soit officiellement vous allez avec les deux, Mhm. en France, en visite, il y en a une qui sera choisie, c'est le président à lui-même de choisir quelle est cette femme-là qui ira avec lui, l'autre sera dans les back office, Ouais, et se présenter avec cette femme-là. ouais. Parce que si on commence déjà à dire, bon, imaginez-vous un président, il a 5 femmes, Mhm. Hein? Je suis totalement d'accord. est-ce qu'il viendra avec ses 5 femmes sur le perron de Bah, l'Élysée? pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, Ouais. non, non, non. Non, mais dans ce cas-là, c'est pas juste. On Excusez-moi la de vous dire. provoque. Alors, C'est pas juste, problème, on est dans la provoque. là où je rejoins Monsieur Karl, tu disais tout à l'heure qu'aujourd'hui en France, on est beaucoup plus ouvert. Oui. Et justement, non, on voit aujourd'hui que ça soit sur les sujets d'immigration, soit sur les sujets de religion. On sait très bien que certaines chaînes, pour pas les citer, qui font l'apologie de beaucoup de problèmes qui se passent en France, se feront un plaisir d'exploiter ce problème et le tourner en incident diplomatique, si je peux me permettre du terme. Donc, je pense pas que ça sera quelque chose, comme disait Monsieur Karl, qui sera forcément bien vu. Et comme on disait, moi, je vais donner, entre guillemets, un exemple. Je me suis rendu à Dubaï il y a quelques années pendant le Ramadan. Donc voilà, je sais que j'arrive à Dubaï, c'est le Ramadan. Je rentre dans un magasin, je veux acheter une bouteille d'eau. Et le monsieur me dit, tu peux acheter la bouteille d'eau, par contre, tu ne peux pas la boire dans le magasin ou à l'extérieur. Parce que les gens sont musulmans et sont dans le Ramadan. Donc le respect de la pratique fait que tu ne bois pas. Donc quand je suis rentré à ce moment-là dans ma chambre d'hôtel, je me suis permis de boire. Parce que je pense aussi que assumer, c'est bien. Mais comme on disait aussi, c'est que quand tu te déplaces chez l'autre, il faut savoir aussi ce que l'autre accepte et n'accepte pas. Et de ce fait, moi, je pense que ça créerait, pour être honnête, un incident diplomatique. Ok, je pense que là, on soulève une autre question qui sera peut-être revue dans un épisode futur. Bien sûr. Mais si on se recentre sur la polygamie, donc là, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faudrait du coup choisir parmi ces deux femmes ou ces 5 femmes. Et donc, on revient au sujet de se dire que, bah, en fait, c'est pas juste pour l'une des deux. Non, moi je vois pas les choses comme ça. Il y a une première femme, il y a une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc il y a un rang. Mm. Et puis c'est l'homme, c'est à lui de choisir aujourd'hui avec qui il veut sortir. Si par exemple monsieur a 4 femmes, il est invité dans un bal ou quoi, ou une fête, mais il va pas, ça dépend. Certains peuvent aller avec les 4 femmes, d'autres se disent bon, peut-être que c'est un cambrant, ou bien peut-être que moi j'ai envie d'être avec une seule femme. Je choisis celle qui va aller avec moi. Bien sûr. Mais c'est Donc, mais ça- c'est pas ça juste, excusez-moi de vous couper, C'est monsieur pas Karl, juste. c'est pas juste. Non, c'est des choix. Mais le Pourquoi choix, là, c'est très bien qu'on en arrive là. Est-ce que vous savez, moi, ce que vous êtes en train de dire, tous les deux, je me permets de vous mettre dans Bien la sûr, même bien case, sûr, bien sûr. Oui. c'est qu'aujourd'hui, en fait, la femme, elle est vue un peu comme un objet. Donc aujourd'hui, voilà, pour tel événement, je vais choisir cette femme, pour tel événement, je vais choisir cette femme. Et est-ce que vous savez qu'il y a une stade qui est assez accablante pour les femmes notamment, parce qu'on parle beaucoup de polygamie, mais on parle même pas de polyandrie. Et est-ce que vous savez que 70% des femmes qui sont dans des mariages polygames ne sont pas satisfaites émotionnellement et sexuellement? Moi, je veux vous reposer la question. Ok. Savez-vous combien d'hommes, de femmes Mhm. monogames sont satisfaits dans leur couple? Non, j'ai pas la statistique. Donc, vous voulez que je vous dise quoi? Ça veut dire que, écoutez, ce sont des études, mais les études, là, il faut qu'ils fassent aussi des études orientées vers les couples monogames.
est-ce que ces femmes-là sont heureuses ou pas? Mais Mais pour excusez-moi, aller plus monsieur loin, Karam. sans Excusez-moi, vous monsieur couper. Karam. Non, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, je vais vous répondre. 3%, 3%. Vous savez que les mariages polygames, c'est 3% dans le monde, en fait. Mhm, Donc, en fait, quand on prend justement dans ces 3%, mhm. il y a 70% des femmes qui ne sont pas satisfaites. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pas la réponse à votre question, parce que dans 97% des cas, dans 97% des cas, on est dans un mariage monogame. Donc, forcément, la probabilité fait que il y Mhm. aura, je pense, des femmes, effectivement, qui ne seront pas satisfaites dans leur mariage monogame. Ce Oui, qui, mais ce qui est normal. moi, ce genre d'études, vous savez, les études, les chiffres, on peut les manipuler comme on veut, hein, au passage. Mais moi, je dis que c'est une forme de jeter l'anathème sur les couples polygames. Les couples polygames, pour moi, sont au même titre que les couples monogames. Ils ont leurs problèmes, ils ont des difficultés, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, il y a des divorces, il y a des séparations, il y a des problèmes. Pourquoi seulement orienter une étude sur ce pourcentage des gens qui vivent, qui sont polygames? Et si on faisait cette étude-là aussi en Afrique, il y a des gens aussi, des couples polygames, mais qui sont heureux. Mais il y a des couples polygames qui sont heureux, ça, j'en disconviens pas. Mais moi, j'ai l'impression que quand vous argumentez, c'est beaucoup de suppositions, de spéculations. C'est pour ça que, comme vous avez dit, c'est très intéressant. Il ne faut pas justement prendre des données pour prendre des données. On peut les retourner comme on veut, c'est vrai. Mais ça a le mérite d'être factuel. Et c'est vrai qu'il y a des couples polygames qui sont heureux. Mais on a parlé de divorce. Comment ça se passe le divorce dans les mariages polygames? Vous avez une connaissance de Bah, cela? écoutez, moi, ma connaissance, maintenant, j'ai pas fait des études approfondies pour savoir, mais à ma connaissance, euh, au niveau des couples polygames, moi, j'ai jamais vu de divorce. Parce que le contexte, le système fait que on ne divorce pas. Ça veut dire que quand tu acceptes être deuxième femme, troisième femme ou quatrième femme, tu assumes. Et que Mais je ne qui vois. assume? C'est parce que c'est imposé pour la femme un peu. Non, c'est pas imposé. Donc le mari donc au préalable, il va voir sa première femme Oui, et lui dit donc j'aimerais prendre une deuxième femme. oui, par exemple. Ok. Et ensuite il va prendre ses deux femmes et il va dire j'aimerais prendre une troisième femme. Mhm. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, je ne vais pas vous dire que ça se passe généralement comme ça dépend de société. Ok. Déjà. Après, il y a aussi le fonctionnement du couple. Est-ce que l'homme, en épousant sa femme, dans quelle société il est? Est-ce qu'il a dit à sa femme, moi j'aurai une deuxième femme, et que moi quand je prendrai une deuxième femme, tu seras associé par rapport à cette initiative? Oui. Il y a d'autres où c'est pas ça. C'est direct. J'ai besoin d'avoir une autre femme, une deuxième femme. J'ai pas besoin de l'avis de ma femme ou de ma première femme. Je vais la choisir. Donc, on peut pas avoir une réponse tranchée par rapport à ça. Ça dépend de la société, ça dépend du manager. Pour moi, le manager, excusez-moi du terme, mais pour moi, un polygame, c'est un manager. C'est savoir gérer Mm, sa famille, ses femmes et ses enfants. monsieur. Donc voilà, il faut avoir quand même des dons de manager. Ok, alors c'est intéressant ce que vous avez dit. Et justement, mais du coup, est-ce que la polygamie ne profite pas seulement à une personne dans les deux? Est-ce que ça ne profite pas plus à l'homme qu'à la femme? Puisque c'est l'homme qui, dans certains cas, a déjà une femme, va voir sa femme et lui demande, chérie, j'aimerais prendre une deuxième femme. On sait aussi que dans beaucoup de cas, il décide de partir sur un régime monogame et au final, il change d'avis en disant, bah oui, mais voilà, je me suis réavisé et je préfère partir sur une deuxième femme. Est-ce que ça profite pas plus un partenaire que l'autre, la polygamie, à votre sens? Ah bah, écoutez, moi déjà généralement nos sociétés, c'est des sociétés, généralement ce sont des sociétés patriarcales. Mhm. Donc il faut reconnaître que l'homme quand même est mieux logé que la femme. C'est pas pour rien que vous voyez
un peu partout. Il y a la fête de la femme, des droits de la femme, pour essayer de équilibrer un peu ce déséquilibre, remettre les choses à plat. Mais qu'on le veuille ou non, voilà, vu sur cet aspect-là, et même en termes de salaire, vous voyez que les hommes gagnent plus là, les gens se battent pour que, voilà, ça, c'est, voilà. Donc, si vous me posez cette question, moi je dirais que l'homme, comment dirais-je, l'homme est plus avantageux, l'homme, il trouve son bonheur. Ok. Ça, c'est a priori. Ben, par rapport à la femme est un peu lésée parce que peut-être que est-ce qu'elle est d'accord ou elle n'est pas d'accord ou ceci. Bon, voilà. Donc, vu sous cet angle-là, oui, je peux dire que, comme on dit, à qui profite le crime, c'est plutôt, voilà, c'est parce qu'on est dans une société patriarcale. Donc, voilà, c'est toujours l'homme, et que la femme est un peu en arrière-plan. Mais quand on essaie de voir aussi les choses, on peut se dire que des fois aussi, ça peut aussi permettre. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Parfois, vous ne connaissez pas les souffrances de certaines femmes. Moi, j'ai suivi quelques reportages où les femmes se plaignent d'avoir un homme qui a un appétit sexuel vorace. Et donc, ces femmes-là supplient leur mari d'aller prendre une deuxième femme pour les soulager. Donc voilà, ça c'est des choses aussi qu'il faut quand même mettre en lumière. Moi, je ne suis pas fanatique ou bien je ne suis pas aficionados de la polygamie, mais je dis les choses. J'essaie de faire comprendre les choses pour qu'on les voit. Maintenant, après, chacun est libre de choisir la polygamie ou non. Mais du coup, c'est intéressant parce que là, on entend parler de la polygamie, mais tout à l'heure, j'ai semé une petite graine et j'ai parlé de la polyandrie. Du coup, dans l'inverse, parce que je sais que pour revenir un peu au continent africain, on parlait de l'Afrique, on a parlé du Sénégal notamment, mais je ne sais pas si vous savez qu'au Gabon, il y a des femmes qui sont polyandres, qui pratiquent la polyandrie. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que pour vous, du coup, vous accepterez, notamment vous, Monsieur Karl, qui plaidez en faveur de la polygamie, est-ce que vous accepterez que les femmes aient plusieurs maris? Bon, je voulais quand même remettre les choses dans leur contexte. Je ne suis pas, comme je dis, je ne suis pas un partisan de la polygamie. Il faut que les choses soient claires. Par contre, moi, je tolère la polygamie. Ok. C'est pas la même chose. La polyandrie, on est toujours dans un problème sociétal. C'est-à-dire que, puisque la société fait en sorte que les hommes sont toujours en avant et les femmes derrière, et ce qui fait que, comme vous avez parlé de la polyandrie, moi je sais que la polyandrie existe. Mais on n'est pas mathématicien, on n'est pas statisticien pour savoir que le taux des femmes polyandres, la polyandrie, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, ça ne me dérange pas. Après, c'est la société. C'est une question d'évolution des mœurs. Est-ce que la société tolère? Vous avez parlé du Gabon. Mais le Gabon, peut-être que le Gabon est déjà un pays très avancé en matière de polyandrie, d'acte. Mais moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est une question de mœurs. Est-ce que les gens sont prêts? Est-ce que les gens peuvent avancer? Est-ce que peut-être que dans 2 matins, étant donné la démographie, nous allons peut-être basculer vers une société polyandre? C'est super intéressant ce que vous dites et j'aimerais revenir sur un autre aspect. Vous avez dit que vous n'êtes pas partisan de la polygamie, et vous la tolérez. En introduction, vous avez dit être père de famille. Vous avez des filles? Si demain votre fille vient vous voir et vous dit papa, demain je vais être la 3e femme d'un cinquantenaire, comment vous allez réagir à cela? Bah écoutez, moi, après, c'est l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. C'est un peu comme la liberté d'expression. Je ne serai jamais d'accord, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je vais m'efforcer, je ferai de mon mieux pour que tu dises ce que tu as envie de dire. Je dirai à ma fille, moi je ne suis pas tout à fait
D'accord? Ou bien, voilà, mais puisque c'est ton choix, tu l'as fait en connaissance de cause, je te souhaite le bonheur. Mais je n'ai pas comment dirais-je, à entraver, à me mettre, c'est-à-dire m'opposer à ces choix. Parce que je parle du principe, pour moi, la vie, c'est des choix. Il faut accepter le choix de ses enfants. C'est comme si aujourd'hui, Jasmin, vous avez aussi des enfants. Oui. Bon, d'accord. Si vous avez des enfants, si un jour, moi j'ai rien contre l'homosexualité, si vous avez un garçon qui vient vous dire, papa, j'aime Patrick, c'est mon choix, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez renier votre enfant? Est-ce que vous allez dire que je ne suis pas d'accord, je te nie, ou bien non? Non, pas du tout. Moi, Pas du c'est tout. parce que ça serait pas ma position. Ma Mhm. position, ce serait, écoute, si tu es bien avec Patrick, voilà, Ouais. c'est tout. Je suis Et tout à ça, fait, je suis tout à fait d'accord Voilà. avec ce que vous dites, mais pour rebondir encore une fois sur ma question, Mhm. c'est vraiment, je pense que ça va être à l'issue de cet échange qu'on a eu tous les trois. Mhm. Voilà, votre fille, bon, je touche du bois, hein. Elle va dire, écoute papa, j'ai vu que tu étais un fier fervent de la polygamie, donc après ta vidéo, justement, ça m'a donné des idées. Mhm. Je partais plus de ce principe-là. Après, c'est Ah vrai ouais. que dans... c'est vrai qu'effectivement, après, il y a plein de contextes, mais comme Blandy me répète souvent, Mhm. comparaison n'est pas raison. Mhm. Et je pense que comparer l'homosexualité avec une fille qui accepterait de rentrer dans un mariage polygame, voilà, Non, on mélange pas, non, mais je conforme. c'est difficile à Non, comparer. justement, nuance. Moi, c'est un exemple que j'ai pris pour vous montrer que ce sont des choix. Mhm. Un choix, le choix d'un enfant, puisqu'on Mhm. parle de choix des enfants, le choix d'un enfant, soit on est pour, soit on accompagne l'enfant dans ses choix, Mhm. soit on s'oppose. Et là, c'est conflit familial. Est-ce que moi, à mon âge, j'ai envie, j'ai élevé mes enfants avec amour, avec des principes. Est-ce que j'ai envie de me poser à eux parce que elle a fait son choix ou il a fait son choix? Non, là n'est pas le problème. Donc c'est pourquoi je veux dire que c'est une question de choix, d'éducation et de positionnement. Moi, j'ai pas envie de m'opposer au choix de ma fille ou au choix de mes enfants. Peut-être Ok. que je serais déçu, mais Ok, c'est la bah, vie. en fait, ce qu'on comprend, c'est vraiment votre niveau de tolérance qui est élevé Exact. et qui vous permet, en fait, de pouvoir comprendre votre enfant. C'est-à-dire que il n'assume pas forcément ce que l'acte de sa fille, mais, entre guillemets, comme on dit, il l'entend. Et on accepte. Et Juste pour terminer, mm, les enfants, moi je suis dans le social, les enfants appartiennent, vous allez peut-être ne pas être d'accord, mais les enfants appartiennent à ceux qui les aiment et non à ceux qui les font. Voyez, quand vous aimez votre enfant, vous lui avez donné des bases, vous lui avez donné le socle qu'il faut. Après, il fait ses choix. mm, Maintenant, s'il fait ses choix, euh, moi, je suis là pour l'accompagner, pour lui dire que, bah, écoute, moi, chérie, c'est bien. Si tu es bien là-bas, si ça se passe bien, tant mieux. Et quand si ça va pas aussi, je lui dirai que ça ne va pas. Mais c'est pas que je suis polygame ou voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord, oui. Donc, je vous propose qu'on avance un peu dans la question. Moi, j'ai reçu, en fait, une question de la part d'un de nos auditeurs. D'accord. Donc j'en profite au passage pour vous dire de continuer à vous abonner, à liker et à partager. Ça nous donne justement cette essence et ça nous permet d'avoir des invités de qualité. Donc aujourd'hui c'est Monsieur Karl qui nous a rejoint et ça nous permet justement d'avoir justement toujours d'échanger sur des sujets tabous, controversés dont les gens parfois ont peur de discuter en public. Et donc la question c'est la suivante. Est-ce que la polygamie est un choix de liberté ou une tradition imposée par des siècles de domination masculine? alors, je me permets de répondre à la question. Je pense qu'il faut d'abord contextualiser les choses. Je pense que ça dépend de là où on vient, de sa culture. Je vais repartir comme tout à l'heure, on a évoqué le Sénégal, où la polygamie est tolérée. Du fait aussi du point de vue religieux. Parce que ça qu'on oublie aussi de dire, c'est que dans l'islam,
les personnes ont le droit de prendre jusqu'à 4 femmes. C'est Ok. ça. Donc déjà, c'est la première chose. Mais par contre, excuse-moi de te couper, dans l'islam, Mm. c'est sous certaines conditions. Exactement. Conditions, exactement. voilà. Non, Ok, exactement. ok. Après, Je peux vous dire la condition, si vous me permettez, c'est Bien sûr. à condition que votre amour soit équitable à toutes les deux. À toutes les quatre. Exactement. à toutes les femmes. Et le Non. prophète a dit que c'était très compliqué Ok. d'être équitable envers plusieurs femmes. Donc je te laisse poursuivre. Donc il fallait éviter, justement. Exactement. Malheureusement, c'est Non, pas ce il qui a- se il fait a dit aujourd'hui. si vous pouvez. Donc, moi, je pense que libre est à celui qui veut faire un choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une femme, je me mets dans une culture sénégalaise parce que je suis, moi, congolais. Donc, dans ma culture, il n'est pas forcément avisé d'aller prendre une deuxième femme. On se marie dans un régime monogame. En tout cas, ici en Occident, en France. Ok. Au Congo, c'est une autre chose, comme on a dit. Mais du point de vue d'un Sénégalais, il y a toujours la liberté. Oui, j'aimerais potentiellement prendre une femme pour diverses raisons, comme M. Karl l'a dit tout à l'heure. Ça peut être un appétit vorace sexuel, ça peut être, on trouve qu'avec sa femme, on n'a pas forcément l'infidélité qu'on veut avoir. C'est peut-être vraiment dû à différentes raisons. Ça peut être aussi la reproduction, par un autre exemple, où on se dit, ma première femme ne peut pas avoir un enfant, je vais aller en prendre une deuxième pour pouvoir reproduire. Mais à l'inverse, il va avoir aussi cette société où les mamans vont peut-être mettre un peu la pression. Ah, mais il y a une autre fille là-bas qui est jolie. Pourquoi tu vas pas l'épouser? Elle est toute seule, elle n'a pas de mari. Donc il y a toujours aussi cette pression de la société et des parents. Tu me permets de rebondir sur ce que tu viens de mentionner. Moi, je trouve ça vraiment dommage, et j'utilise un mot qui est fort. En fait, comment je vois cette analogie, c'est qu'en fait, il y a un problème, et en fait, on fuit ce problème. C'est-à-dire que ma femme ne peut pas avoir d'enfant, donc je vais prendre une deuxième femme qui potentiellement pourra avoir un deuxième enfant. Ok, mais justement, l'idée d'aller prendre la deuxième femme, Mhm. c'est de pouvoir résoudre le premier problème. Donc, est-ce que c'est aller créer un autre problème? Non, c'est pas créer un Ok. autre problème. Mais pour moi, justement, c'est Ok. contourner ce problème, c'est le fuir. Ah, non, parce que si vous êtes en accord avec votre première femme et Mais elle sait que... elle sera pas forcément en accord. C'est ce que je dis. Après, ça dépend. Tout dépend comment chacun vit sa polygamie. Il y a des hommes qui vont de manière frontale Ouais. dire à leur femme, voilà, moi j'aimerais prendre une deuxième femme parce que X, Y et Z. D'autres personnes ne le feront pas. Ils iront le faire par derrière. Mais je pense que si un homme, dans ce cas de figure, ne peut pas avoir d'enfant avec sa femme, peut-être qu'elle comprendra, peut-être qu'elle ne comprendra pas. Mais voilà, il faut savoir que tu parlais de pression dans ce genre de culture. Il est important de donner des petits-enfants aux grands-parents. Donc forcément, si la première femme, même aujourd'hui dans notre culture congolaise, quand on est avec une femme, on est marié depuis un certain nombre de temps, on n'a pas d'enfant, les parents commencent un peu à toquer, à dire mais qui a un problème? Et c'est un sujet qu'on traitera aussi prochainement, qui est l'infertilité justement chez l'homme, où on pense que tout est lié à la femme, alors que parfois c'est l'homme qui peut avoir des problèmes. Donc je vais laisser M. Karl se prononcer sur la question de Jasmin. Il faut parfois éviter éviter l'amalgame. Je vais rebondir un peu par rapport à ta réponse. On voit, par exemple, tu me dis que on fuit un problème pour trouver une solution. Ok, mais vous voyez en Occident, par exemple, il y a des couples qui ont des problèmes de conception. La solution, c'est quoi? C'est l'adoption, Entre autres. entre autres. Puisque s'ils veulent avoir un enfant, Mhm. ils ne peuvent pas l'avoir. Donc, la solution la plus pratique, ici, c'est l'adoption plénière. Alors, chez les Africains ou bien dans les associations polygames, sociétés polygames, donc là où tu m'expliquais, si sa femme, par exemple, a des problèmes de conception, Mhm. vous voyez la solution? Au lieu d'aller faire recours à l'adoption plénière, c'est aussi une solution. C'est-à-dire, de concert avec sa femme, dans une société bien définie, aller prendre une autre épouse, c'est pas seulement de servir de comment dirais-je, de boucherie ou bien non, c'est d'abord l'aimer, et puis elle peut apporter aussi une solution au problème.
Donc, tout est fonction de la société, tout est fonction du couple, tout est fonction du pays dans lequel on vit. Voyez, c'est pas fuir forcément, non, on ne fuit pas. C'est parce que la société nous offre telle solution. La société, mais par exemple, aujourd'hui, là, nous sommes en France. Vous pensez-vous, dans l'imaginaire d'un Français, d'un couple français qui ne met pas au monde, est-ce qu'il peut déjà penser à la polygamie? Non. Parce que on ne lui donne pas ce contexte, on ne lui donne pas cette possibilité. Alors qu'en Afrique, pour quelqu'un qui a polygamie, qui est polygame, il a cette possibilité. Tout à fait d'accord. Pour une fois qu'on est d'accord, si je peux me permettre aujourd'hui, je vais encore une fois faire avancer le... Par contre, j'ai pas fini la deuxième question. La première question, ça c'était la question de Blandy. de Blandy, mais sur la liberté. Oui. D'abord, sur ta question de la liberté, ou bien c'était soit libre ou... Alors, je vais reprendre parce En que gros, c'était la liberté Liberté. ou que c'était un peu la pression. Ou c'était la pression. la pression, effectivement, des sociétés... Bah, écoutez, moi déjà, la question que je pose, la liberté pour qui? Déjà. Est-ce que c'est pour l'homme? Ou on parle pour l'homme? Ou on c'est parle pour une liberté pour l'homme, moi, comment je vois Parce que la question. si c'est pour l'homme, je pense que les choses sont claires. C'est-à-dire que la liberté, c'est d'abord la société dans laquelle il vit. Est-ce que lui-même, il est partant pour la polygamie? C'est vrai. 2, comme tu disais, il y a des sociétés où parfois la famille, il y a la pression. Parfois la famille, on peut parler par exemple de, là, on parle de, par exemple de conception, une femme qui ne conçoit pas, et la famille qui est autour, il va se dire, ben non, ta femme, voilà, dans la société africaine, on ne pense pas adopter, on se dit peut-être que s'il peut avoir une deuxième femme, voilà. Est-ce que là aussi il y a la pression ou pas? C'est une question de, voilà, c'est vrai que, est-ce qu'il est libre? Je ne sais pas. Par rapport à cet exemple-là, je ne pense pas. Mais après, il y a cette liberté, il y a ceux qui sont pour la polygamie, ils vont le faire. Maintenant, sur la société, sur les traditions, je ne sais pas, j'ai pas de position là-dessus. Pas de souci, mais moi, pour rebondir encore une fois sur la question, je suis persuadé que ça reste une prison pour les femmes aujourd'hui, la polygamie. Et c'est plutôt un luxe pour les hommes. C'est le luxe de choisir, d'aller voir telle femme quand avec une autre, ça se passe moins bien. Et voilà, encore une fois, la personne qui est lésée, comme on l'a mentionné dans cette société patriarcale, c'est la femme, et là, au plus haut point. Et je trouve ça vraiment désolant. Après, bon, je peux comprendre que ça soit dans les mœurs, dans les coutumes de certains pays. Encore une fois, je n'ai pas forcément de parti pris sur cela. Ok. Mais je trouve quand même que, voilà, c'est vraiment, encore une fois, très accablant pour la femme. Et il n'y a pas forcément que la femme. Je pense que on parle beaucoup dans un mariage polygame du mari et des femmes, mais on parle très peu des enfants. Et encore une fois, comme vous le savez, moi, pour étayer mes argumentaires, je m'appuie toujours d'études. Ok. Et encore une fois, il y a une étude qui montre que les enfants qui sont dans des mariages polygames sont généralement plus anxieux, se sentent plus seuls et ont certains troubles. Ils ont du mal, en fait, parfois à trouver un refuge auprès de leur famille. Et je ne vais pas faire une généralité et dire que voilà, ça va. Ils sont plus enclins à être des voyous, ou etc., etc., instables émotionnellement. Mais voilà, moi je pense que cette étude est assez légitime parce qu'effectivement, pourquoi je dis ça? Pour ne pas citer ma propre famille, mon grand-père qui était également polygame, bah, je trouvais qu'en fait, ça fait en fait une famille un peu recomposée et je pense que on ne demande pas forcément l'avis de la première femme. Et la première femme, quand elle voit d'autres enfants arriver d'une autre femme, elle va pas arriver justement à répliquer cet amour. On lui demande pas forcément de répliquer cet amour, mais d'être juste dans son foyer. Et je pense que les enfants en pâtissent de cette union, de cette famille recomposée. Ok. Après, encore une fois, je ne fais pas de généralité.
Mais c'est intéressant parce que là, tu parlais dans le cas de la polygamie. Oui. Mais dans le cas de la monogamie, moi, je vais donner un exemple. Ok. Je suis issu d'une famille monogame, Oui. d'une famille recomposée. Ok. Et aujourd'hui, dans l'aspect où on a grandi, les choses ne sont pas toujours bien passées. Alors que là, on avait une maman qui était là au milieu, Mhm. avec plusieurs enfants, comme tu disais, d'autres foyers. Mhm. Et justement, c'est pas facile aussi parce que Bien sûr. tu as des enfants qui sont là avant. Avant. Tu as tes propres enfants et Oui. du coup, il faut prendre tout ce monde, les mettre dans une casserole et forcément, il y a aussi des différences qui sont faites. Tout à fait Et d'accord. je veux aussi aller un peu plus loin dans mes propos et ce que je voulais dire, c'est que l'étude, elle est très intéressante, mais c'est un peu, tu vois, on parle, si je peux me permettre de parler de l'homosexualité parce que on a traité un sujet dessus, c'est qu'on remarque aujourd'hui que beaucoup de personnes homosexuelles ne sont pas issues de mariages homosexuels. Non, pas du Donc, tout. exactement. Et donc, ce qu'on peut dire aussi par rapport à la polygamie, c'est que l'anxiété qui peut avoir chez des enfants issus d'une famille polygame peut être aussi dans une famille monogame. Donc, c'est pour ça que je dis que les études sont toujours bien pour pouvoir apporter du chiffre, parce que c'est ça que les gens veulent, des données. Mais après, on ne sait jamais vraiment où se situer et ça peut être vraiment et vice-versa, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Après, Ouais. c'était vraiment, Mm. tu vois, quand tu prends les 3% Ouais. de couples polygames dans le monde, et l'étude, en fait, démontre que vraiment, il y a une tendance sur les enfants qui sont vraiment plus favorables à cette anxiété-là. Ok. Que ce qu'on pourrait, en fait, si on faisait l'analogie avec une famille monogame, Ok. et si on prenait le pourcentage et le ratio, Mhm. en fait, il y a une minorité, en fait, de ce côté-là. Ok. C'est ça, en fait, ce que l'étude veut démontrer. Ok, Mais d'accord. bien évidemment, comme tu l'as mentionné, dans une famille monogame, il y aura également des problèmes d'anxiété ou autres. Tu vois, c'est pas... Ok. Et du coup, pour faire un peu avancer le débat, moi, j'aurais une question pour... Moi, je voulais rebondir Ouais. parce que ce que vous avez dit était intéressant. Jasmin, moi, il y a une phrase que tu viens de dire tout à l'heure, c'est dire que la polygamie est plutôt à l'avantage de l'homme. L'homme, c'était un roi et la femme, le terme que tu as dit, en souffrance. Voilà. C'est ça, exactement, oui. Moi, je te dirais, je ne vais pas développer là-dessus, je te dirais seulement que la même phrase, on peut la transmettre en ce qui concerne la polyandrie. Donc, c'est la femme qui est reine et l'homme est en souffrance. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Donc ça, c'était seulement pour... voilà. Mais comme tu l'as Les deux. mentionné également, pour reprendre ton argumentaire, c'est la polyandrie, c'est quoi? Quel est le pourcentage versus la polygamie? C'est reste une minorité et qui plus est dans un seul pays d'Afrique. Oui, mais moi, je voulais savoir pour te dire que donc, la femme est reine quand elle est polyandre et que les hommes, c'est des esclaves. On va dire ça comme ça. Et pour revenir sur les enfants, c'est-à-dire qu'il faut faire quand même très très attention sur un certain nombre d'études. Parce que moi, je me rappelle, il y a longtemps, quand j'étais à la fac, en cours de sociologie, on parlait des familles. La famille. Et le professeur qui nous enseignait, on nous disait que les enfants issus des parents divorcés n'ont pas assez de marge de réussite. Généralement, ils sont confrontés à l'échec. Moi, à l'époque, moi-même issu des parents Divorcé? des parents divorcés, j'ai trouvé cette conclusion immonde. Pourquoi? C'est pas parce que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez les parents homosexuels, c'est pas parce que vous avez des parents monoparentaux que vous allez reproduire Le même schéma. les mêmes schémas. ouais. Non, c'est pas ça. On a vu les enfants médecins. Aujourd'hui, si par exemple, je veux prendre un exemple, si par exemple, on voit que les enfants, il y a des problèmes en France. Le problème, par exemple, le problème des jeunes, de vandalisme, de délinquance, tout ça. Mais il n'y a pas la polygamie en France. Et alors, comment expliquer ça? Et je pense que il y a aucune cohérence par rapport à ça. Bah oui, c'est pour vous dire que la polygamie, quand on dit que les enfants polygames, généralement,
ils sont pas bien dans leur peau, ils ont des problèmes. C'est comme si on disait les enfants issus aussi d'une famille classique, linéaire, qui peuvent avoir des problèmes. Non, les problèmes, c'est toutes les familles. Il y a plusieurs genres de familles. Il y a plusieurs, je crois qu'il y en a 5 ou 6 familles monoparentales, familles linéaires, familles recomposées. Ces enfants issus de ces différentes familles sont à même de réussir ou de ne pas réussir. Il ne faut pas jeter l'anathème sur les enfants polygames ou sur les enfants d'homosexuels ou sur les enfants de lesbiennes ou gays. Non, ce sont des enfants à part entière comme tout le monde qui vivent dans une société qui peuvent réussir, tout comme peuvent aussi prendre un chemin différent de ce qui a été tracé pour eux. Ok, j'aimerais faire un peu avancer le débat. Et en introduction, je disais un peu que la polygamie est interdite en France depuis plus de 200 ans. Et on a pu parler aussi du Sénégal, et notamment du premier citoyen sénégalais, qui est le président Bassirou Diomaye Faye. Et j'aimerais un peu vous poser la question pour savoir un peu votre avis. Comment vous verrez un peu les choses si demain le président Bassirou arrivait avec ses 2 femmes sur le perron de l'Élysée? Est-ce que vous pensez que ça choquerait la nation française au vu du fait qu'elle est interdite ici, ou pour les gens, ça serait totalement normal? Alors moi, je me permets de répondre premièrement à cette question. Moi, j'y verrais pas d'inconvénient, compte tenu du fait que je pense que aujourd'hui en France, pour ceux qui s'intéressent un peu à la politique, notamment africaine, les gens sont au courant que le président sénégalais est aujourd'hui 2 femmes. Et pour rester dans mes bottes, droit dans mes bottes, moi, je ne vois pas pourquoi le président devrait choisir quelle femme. C'est vrai que, comme je l'ai mentionné, hein, c'est vraiment une situation atypique d'avoir 2 premières dames. Mais je ne vois pas pourquoi il choisirait l'une plutôt que l'autre pour se rendre à l'Élysée. Je pense que s'il est invité, je pense que les institutions françaises, notamment le président, est au courant que justement le président est polygame. Et je pense que quand tu invites une personne, tu l'acceptes telle qu'elle est. Après, le passage du président sur le territoire français c'est vraiment quelque chose qui serait épistolaire. Il ne va pas rester ici. Donc je sais qu'en France, c'est interdit. Mais je ne vois pas vraiment ce côté provocateur, même si la presse va s'empresser de faire des tweets, des commentaires virulents. Moi, je pense qu'il y a des plus gros problèmes. Et c'est vrai que bon, on marche comme ça. On va prendre un petit problème et on va faire une grosse affiche. Mais il y a tellement de problèmes beaucoup plus réels, beaucoup plus palpables qu'on devrait justement essayer de résoudre ensemble, que faire tout un scoop sur le président qui viendrait avec 2 femmes. Je trouve que pour moi, c'est dérisoire. Ok, donc pour toi, Jasmin, concrètement, c'est un fait divers. Pour vous, monsieur Karl? Pour moi, j'ai quand même un autre avis, parce que je pense qu'on soulève là 2 aspects importants, c'est-à-dire la culture et la diplomatie. Je m'explique. Faut pas non plus aussi qu'on aille vers la provocation. Le choc des cultures, c'est pas ce qu'on veut. Recevoir quelqu'un, c'est un art. C'est accepter la personne comme elle est, de lui donner aussi ce que vous voulez lui donner et accepter comme elle est. Alors, en ce qui concerne la situation du président, moi je pense, très sincèrement, je ne souhaiterais pas qu'on aille dans la provoque. C'est-à-dire qu'en France, ils ont les us et coutumes qu'ils ont. Ils ont leurs principes. En diplomatie, on reçoit qui? Monsieur et madame. Donc ce qui fait que le président ne peut pas venir avec ses 2 épouses. Déjà, 1. 2. C'est au président de choisir la femme avec qui. Ça, c'est officiellement. Officieusement, il peut venir avec ses 2 femmes. Prendre l'avion, ils arrivent, ils sont dans une suite, tous les 3, ils font ménage à 3 comme ils ont l'habitude de faire. Il n'y a pas de souci. Mais on
diplomatie, on reçoit, il faut respecter l'autre. Donc, elle viendra, c'est lui qui choisira la personne, la femme qui sera avec elle ce soir-là, aux yeux du monde. Mais sachant qu'on sait bien que après, je ne sais pas comment, il y a une organisation qui est mise en place auprès du président. Est-ce que ça tourne? Que cette visite-là, ça sera avec la première dame ou la deuxième dame, ou voilà. Maintenant, pour terminer, parce que je ne vais pas m'éterniser sur ça, représentez-vous Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye, autant pour moi, qui reçoit le président français au Sénégal. Pensez-vous que le président, les deux dames seront là ou pas? Je pense si, parce que ça fait partie de notre culture. Donc les deux femmes seront là, parce que je suis chez moi, c'est ma culture, tu dois le comprendre comme ça. D'accord. Et le président qui viendra, il viendra avec sa femme. On va la présenter. Madame, mon épouse. Madame, mon épouse. Et voilà. Donc, moi, je préfère éviter la provocation. C'est-à-dire, en toute chose, même en diplomatie, même en amour, c'est le respect. Respectons les cultures des autres, respectons la position des autres, respectons le pays des autres, respectons le drapeau des autres. C'est important. Est-ce que je peux me permettre de faire une petite incise? Si je prends du coup cette situation et je la remanie légèrement, c'est-à-dire que, je m'explique, dans certains pays, l'homosexualité, parce qu'on a parlé de l'homosexualité, je me permets de faire un petit écart. Dans certains pays, l'homosexualité est proscrite. Si du coup, une personne politique homosexuelle est invitée à aller en Arabie Saoudite, du coup, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle est obligée de venir du coup seule ou elle vient avec son mari? Alors, c'est une très bonne question. Je vais répondre vraiment de manière directe. Je ne pense pas que déjà que l'Arabie Saoudite inviterait un chef d'État homosexuel. On sait que c'est un pays qui est, un, musulman et deux, qui est un peu... qui suit la charia. Donc, forcément, ça ne pourrait pas... Et c'est pour ça que je disais, il est important de connaître aussi sa culture. Mais connaître sa culture, ça veut dire aussi ne pas aussi vouloir l'imposer aux autres. Ça veut dire que si moi, chez moi... Je vais donner un exemple. Un homme sage, un jour, m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit, quand les gens viennent chez moi, je fais la prière. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, c'est pas mon problème. Mais avant de passer à table, je ferai la prière. Mais si je vais chez toi, Jasmin, et que tu ne fais pas la prière, je ne peux pas te l'imposer. Ce qui est tout à fait normal. Mais en fait, là, j'ai peut-être pris un mauvais exemple avec l'Arabie Saoudite. Mais tu sais, parfois, dans les conflits géopolitiques, bien sûr, que tu sois musulman ou pas, il y a des discussions qui doivent être posées. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis, justement, de faire cet exemple. Après, l'Arabie Saoudite, peut-être qu'il n'y aura pas forcément de discussion avec un représentant français ou allemand ou autre. Bien sûr. Mais je pense que c'est une situation qui peut arriver dans un pays, peut-être en Afrique, voilà, pour pas forcément aller chercher trop loin. Je vais laisser M. Karl répondre. Moi, pour moi, je vois déjà, je reviens encore sur ce que je viens de dire, nous sommes en diplomatie. En diplomatie, il y a un cadre, il y a des règles qu'il faut respecter. Après, est-ce que c'est écrit sur le front de quelqu'un qu'il est homosexuel ou pas? Non, pas du tout. Donc, à moins que je ne sois pas informé, mais jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, je n'ai jamais entendu un président de la République homosexuel et qui assumait, qui avec sa femme, un homme homosexuel. Je n'ai pas encore vu. Il y a des supputations et des gens qui parlent, il est homosexuel, il n'y a pas de preuve. Donc, et l'homosexualité, quand tu vas dans notre pays, tu ne vas pas pour montrer ton homosexualité, tu vas dans un cadre bien donné. Tu représentes ton pays pour des accords, pour discuter. C'est au pays en face, c'est ce que je disais, le respect, la diplomatie, c'est au pays en face de dire, nous,
de ce qu'on nous dit ou bien quoi, et qu'il est homosexuel, on ne sait pas. Voilà. Nous, c'est une personne comme nous qui représente son pays. Tout son pays l'a choisi pour nous le représenter. À ce titre, on l'accepte. Donc, pour moi, là, il n'y a pas de problème. Parce que, voilà, on accepte la personne comme elle est, puisque ce n'est pas écrit sur son front homosexuel. Voilà. Maintenant, après, c'est ce que les gens font du zèle. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est de la provoque maintenant. Quand vous allez faire de la provoque, même dans une société la plus tolérante, on n'accepte pas ça. Parce que vous êtes en train de faire la provoque. Il faut accepter les autres comme ils sont. Mais il n'y a pas quelqu'un. Moi, j'ai pris un exemple, parce que j'ai suivi. Vous savez, quand il y a eu la chute du régime syrien, l'actuel président qui a remplacé le président Bachar Bachar el-Assad, il y a une délégation européenne qui est venue. Il y avait une femme, il y avait un homme. Monsieur a dit bonjour. Le président a dit bonjour à son homologue. Par contre, à la femme, elle n'a pas tendu la main. Et il a pas. Bon. Comment vous pouvez justifier ça? Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Bon, pour les machos, pardon, les racistes, c'est leur grain à moudre, ça sera leur grain à moudre. Comment ça se fait? Il n'a pas aimé, donc il est mis. Non. Après, à un moment donné, il faut respecter. S'il a fait le choix dans sa culture, chez lui, il ne dit pas bonjour à une femme qui n'est pas voilée, on accepte. Par contre, quand il viendra en Europe, sur le perron de l'Élysée, c'est à prendre ou à laisser. Il dira bonjour. Vous comprenez? Je vous permets qu'on clôture un peu ce passage et qu'on se recentre un peu plus sur la question, sur la polygamie, notamment qu'on arrive un peu à l'orée de la fin de cette émission. D'accord. Moi, j'aimerais vous poser peut-être ma dernière question pour recentrer un peu justement ce sujet de la polygamie. Lorsqu'on est polygame, est-ce qu'on peut vraiment aimer plusieurs personnes? Ou alors on aime plusieurs personnes, mais mal? Alors, moi personnellement, dans mon cas, je peux pas me dire que j'ai déjà aimé plusieurs femmes au même moment. Mais par contre, je pense qu'il est possible d'aimer une personne et d'avoir des sentiments pour d'autres. Maintenant, ce que la polygamie nous demande de respecter, c'est, dans un cas précis, d'aimer nos femmes de la même manière. Maintenant, je ne pense pas qu'il est forcément possible. Maintenant, est-ce que le fait d'aimer une femme d'une manière ou d'une autre, je pense que ce n'est pas forcément une question d'amour, c'est plus comment je vais traiter la personne. Si j'aime plus ma première femme que ma deuxième femme, ok, ça n'appartient qu'à moi. Mais si je les traite de la même manière, qui le sera? Comme disait un peu M. Carr tout à l'heure, ce n'est pas écrit sur le front. Maintenant, c'est vrai que parfois, quand on aime plus quelqu'un, on va être disposé à faire plus de choses. Mais je pense qu'on doit rester, la chose la plus importante, c'est comment je gère, comment je manage justement ces femmes-là. Si je leur apporte les mêmes choses, les mêmes finances, les mêmes émotions, peut-être que ça peut marcher. Après, je pense aussi que ça va dépendre aussi du besoin de la femme. Chaque femme n'a pas les mêmes besoins. Des femmes ont des besoins émotionnels. Une autre femme qu'on va prendre, elle va avoir des besoins financiers. D'autres vont avoir peut-être un appétit sexuel beaucoup plus élevé. Donc, pour moi, ça dépend. Vous savez, en matière de sentiments, puisque là, vous parlez de aimer une femme ou aimer plusieurs femmes, en matière de sentiments, c'est pas facile. Les sentiments aussi, comme dans tous les domaines de la vie, obéissent à la loi de la dialectique. Aujourd'hui, vous pouvez aimer une femme et demain l'haïr. Vous pouvez haïr quelqu'un que vous avez aimé et que... Voilà. Donc, c'est une question... moi, je fais toujours attention. Je pense qu'il faut marcher avec des œufs par rapport à ça. Après... La vie fait aussi que... moi, j'ai discuté parfois avec mes parents, les plus vieux, les plus anciens, qui me disaient qu'on peut aussi aimer deux femmes. Moi, j'ai aimé 2 femmes dans ma vie. Ça, c'est les personnes, mon père qui me disait. Bon. Nous, en tant que jeunes, on disait, mais papa, comment tu faisais?
comment tu fais, comment tu peux... Ça, c'est des choses, parfois, qui ne s'expliquent pas. Les gens, il peut aimer une femme, il peut aimer deux femmes. On ne sait pas. Moi, je me dis, qui sommes-nous pour dire, est-ce qu'il peut... Ça dépend de ton mindset, ça dépend de ton éducation, ça dépend de tes ressentiments, ça dépend de ton cœur, ça dépend du contexte. C'est possible d'aimer plusieurs femmes, tout comme c'est possible d'aimer plusieurs hommes. Mais je pense que la vie a fait aussi que il y a certaines femmes qui ont aimé deux hommes, d'autres hommes qui ont aimé plusieurs femmes. Après, s'il faut maintenant mettre ça au niveau de la polygamie, c'est ce que tu disais. Les femmes sont différentes. Qu'est-ce qu'on recherche chez une femme ? Nous, les hommes, des fois, on peut se dire que en chaque femme, vous voyez, il y a certains hommes qui trouvent en une femme quelque chose. Mais celle-là n'a pas la chose que l'autre en a. Donc il me dit, mais si je prends celle-là, cette chose qui est en elle, je pourrais jamais retrouver ça. Qu'est-ce que je fais pour ne pas les perdre? Je prends les deux. Vous voyez? Donc voilà, tu essaies de... Voilà. Et vous voyez, par exemple, il y a des hommes qui sont expérimentés qui te diront que la femme que j'ai aujourd'hui, c'est la somme de toutes les femmes que j'ai eues. C'est une très belle conclusion. Très très belle conclusion, j'aurais pas pu mieux faire. Même ChatGPT n'aurait pas pu mieux faire. Je vous propose, j'avais encore d'autres questions, mais je vous propose qu'on arrive à terme. Je pense qu'on a très bien échangé, on a très bien débattu. On n'était pas forcément d'accord sur certains sujets, mais je pense que le fin mot de l'histoire, c'est que chaque individu est différent. Et donc, Blandie, je vais te laisser un peu conclure avec nos réseaux sociaux. Et on va remercier nos invités, nos auditeurs et nos téléspectateurs et se dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ok, d'abord, Monsieur Karl, merci d'être venu aujourd'hui. C'est moi. C'était vraiment un plaisir. Jasmin et moi, nous sommes vraiment honorés de votre présence aujourd'hui. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir un jour potentiellement dans une partie 2 avec peut-être plus de femmes sur le plateau, parce que c'est pour ça aussi qu'on recherche des femmes. Donc la première chose que je veux dire déjà, c'est n'hésitez pas de vous abonner, de nous liker sur nos réseaux sociaux. On est sur Snapchat, on est sur Instagram, on est sur TikTok. Donc n'hésitez pas de nous follow partout. Et s'il vous plaît, il y a un numéro qui va s'afficher juste en bas. Ajoutez ce numéro ou scannez le QR code afin de pouvoir soit laisser vos témoignages en audio ou soit proposer de vouloir venir sur le plateau. Merci beaucoup, c'est tout pour nous. On vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode encore plus caliente. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt.